Bonjour, je suis Tyler McCann, directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Le directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Avant de commencer le dialogue aujourd'hui, j'aimerais reconnaître que je vous joins de l'ouest du Québec, le territoire traditionnel et non cédé de la nation algonquine Anishinaabe. N'importe où que nous sommes, nous devrions tous reconnaître et réfléchir aux peuples autochtones qui ont été les premiers inhabitants de nos terres, incluant des nations matriarcales où les femmes étaient des leaders au fil des siècles. Statistics Statistique Canada a récemment publié un rapport basé sur les données du recensement de l'agriculture de 2021 qui démontre que le nombre d'exploitants agricoles a augmenté pour la première fois depuis 1991. L'article démontre la provenance de l'augmentation nette du nombre d'exploitants agricoles et examine comment les agricultrices font partie de l'adaptation de la modernisation de l'industrie agricole. Nous sommes ravis d'animer le webinaire d'aujourd'hui, le deuxième webinaire de l'ICPA qui explore les résultats du recensement de 2021. Le travail de l'ICPA est rendu possible grâce à des partenaires comme Statistique Canada. Si vous êtes intéressé à soutenir le travail de l'ICPA en tant que partenaire de connaissances ou financier ou en tant que donateur individuel ou organisationnel à la Fondation agroalimentaire canadienne, veuillez visiter la page de soutien sur le site Internet de l'ICPA. Nous avons réuni plusieurs experts du Canada et des États-Unis qui vont décortiquer ce que ces chiffres peuvent nous dire au sujet du rôle central que jouent les exploitants agricoles dans l'industrie agricole canadienne et ce que signifie pour l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire au Canada. Ce matin, nous entendrons d'abord Matthew Chomsky de Statistique Canada qui préparera le terrain en nous partageant des faits saillants du rapport de Statistique Canada. La présentation d'ouverture de Matthew sera suivie d'une table ronde avec 3 experts avec qui nous approfondirons le contexte qui se trouve à l'origine de ces données, que nous avons une discussion au sujet de ce que ça signifie pour les politiques agroalimentaires canadiennes. Durant le webinaire, nous vous demandons de bien vouloir soumettre vos questions en utilisant la section questions-réponses au bas de votre écran. Je vais maintenant présenter Matthew. Matthew travaille à Statistique Canada depuis plus de 6 ans. Il s'est joint au programme du recensement d'agriculture en 2017 et est devenu gestionnaire des diffusions pour le recensement d'agriculture au début de 2021, contribuant à la diffusion des données sur les fermes et les exploitants agricoles en mai 2022. Il s'intéresse vivement aux statistiques, aux études démographiques, à l'agriculture, l'économie, le journalisme, la politique et le hockey. Bonjour à tous et à toutes. Comme vous êtes possiblement au courant, le recensement de l'agriculture a publié un article le 23 novembre axé sur les données concernant les exploitants agricoles. Mais avant de commencer, j'aimerais pouvoir remercier les membres de mon équipe de direction à Statistique Canada pour leur soutien. C'est toujours agréable d'avoir le soutien de la direction. Merci Cindy, Augustine, Evie et Sébastien qui nous a maintenant quittés. Je m'en voudrais également de ne pas remercier mes 2 merveilleux co-auteurs, Susanna Ackland et Jack Chen. Vous savez, ils sont grandement responsables d'avoir adapté la vision pour en faire un article. En fait, Jack est ici présent aujourd'hui et donc s'il y a des questions difficiles après la présentation, je pourrai lui lancer la balle. Et j'aimerais aussi remercier toutes les personnes derrière la scène comme Jenny Krendick, Michel Saint-Pierre, Liam, Kristen Baldwin et co. Et je vous remercie. Je suis si reconnaissant de votre soutien. Et dernier, mais non le moindre, j'aimerais remercier l'ICPA de m'avoir invité à être ici aujourd'hui. Donc, avant de sauter dans la matière, j'aimerais vous dire que le rapport du 23 novembre et cette présentation ne fournit aucune analyse pour les femmes comme telles, mais cette analyse se concentre sur le sexe féminin, qui est le sexe à naissance. Donc, ici, nous offrons seulement une analyse sur les femmes qui œuvrent dans le secteur agricole et pas nécessairement les femmes qui font de la main-d'œuvre payée. Donc, autrement dit, ma présentation et l'analyse qui a été présentée le 23 novembre ne captent pas l'entière représentation des femmes qui œuvrent dans le secteur de l'agriculture au Canada. Alors maintenant, examinons ce que cette analyse inclut. Donc, en grande partie, l'analyse du 23 novembre est basée sur les micro-données de Statistique Canada. Donc, ce sont des estimés. Donc, le tableau 1, 2 et 4 sont disponibles
dans le rapport de Alors, Statistique tout a Canada. commencé le 11 mai 2022 lorsque le recensement de l'agriculture a publié un article qui donnait un aperçu de Secteur de l'agriculture. Et donc ici, il y avait un texte qui offrait de l'information sur l'augmentation du nombre de femmes exploitantes agricoles et n'avait même pas son même sous-titre à l'époque. Et alors que c'était un petit paragraphe, ça concentrait sur essentiellement le nombre d'exploitantes agricoles. Et donc, j'ai répondu à plusieurs questions de la part des médias et du grand public. Et donc, naturellement, c'est à ce moment-là où nous sommes arrivés à l'idée de publier un article qui pourrait raconter l'histoire au sujet de l'augmentation du nombre d'exploitantes agricoles. Alors, vous savez, ici, en 2021, le recensement démontrait que le nombre d'exploitantes agricoles au Canada a augmenté depuis la première fois et depuis 2016. Mais ici, cet article identifiait l'augmentation nette en ce qui a trait aux exploitantes agricoles. Deuxièmement, cet article examine ce qui a eu un impact sur ces chiffres. Donc, il y a des initiatives récentes telles que le programme des femmes entrepreneurs ont été mises en œuvre pour appuyer les femmes entrepreneurs qui évoluent dans le secteur agricole et agroalimentaire. Ce programme a été lancé au mois de mars 2019 et a investi 500 millions de dollars. En même temps, le nombre de superviseurs féminins dans les carrières technologiques ont augmenté. Et donc ici, il y avait une augmentation de 19,4 et le nombre de superviseurs et de travailleuses au Canada qui travaillent dans le domaine des ressources naturelles, de l'agriculture et d'autres productions. Donc, avant de parler d'où l'augmentation des exploitantes agricoles provient, il est très important de savoir qu'il y a eu une augmentation progressive dans la proportion des agricultrices. Donc, en 91, 24 Et donc, c'était une augmentation et ce n'est pas la première fois que la proportion du nombre d'exploitantes agricoles a augmenté. En fait, il y a eu plusieurs augmentations dans la proportion des agricultrices par rapport aux autres périodes de recensement. Les données historiques provenant du recensement agricole ont démontré que le total a diminué de 32 depuis les 20 dernières années. Il y avait 455 000 qui étaient 395, 851 en 91. Ce qui est intéressant, c'est que alors que le nombre d'exploitants et d'exploitantes agricoles a diminué, le taux de diminution était plus élevé chez les hommes. Donc, ça a produit un chiffre plus élevé chez le nombre d'exploitantes. Maintenant, si nous examinons la hausse du nombre d'exploitantes agricoles attribuables aux exploitations ayant un seul exploitant. Alors ici, nous voyons qu'en 2021, 16 590 exploitantes agricoles ont déclaré gérer une exploitation ayant un seul exploitant, qui est une augmentation de 26,5 par rapport à 2016. Et donc, une exploitation ayant un seul exploitant sur 7, ou 14,9 au Canada, était gérée par une exploitante agricole en 2021, qui est une augmentation de 11,5 par rapport à 2016. Et donc, le nombre d'exploitantes agricoles qui gèrent plusieurs exploitations agricoles a diminué entre 2016 et 2021. Et nous voyons que l'augmentation nette entre 2016 et 2021 en termes d'exploitantes agricoles était menée par l'Alberta, ensuite suivie par la Saskatchewan. Maintenant, si nous examinons le nombre d'exploitantes,
par catégorie de revenus. Nous voyons ici qu'au Canada, la plus grande augmentation entre 2016 et 2021 était rapportée chez les exploitations de 1 million à 1,999 millions et celle de 2 millions et plus. Et donc ici, la plus petite était de 500 000 à juste en deçà de 1 million. Et une tendance semblable a été constatée pour les exploitants de sexe masculin dans la catégorie de 2 millions et plus. Alors maintenant, ici, si nous tournons la page, nous examinons la hausse du nombre d'exploitantes agricoles attribuable au groupe des personnes plus âgées. Donc, de 2016 à 2021, le nombre d'exploitantes agricoles au Canada âgées de 55 ans et plus a augmenté de 7 245. C'est aussi important de remarquer que le taux d'augmentation pour les exploitantes agricoles plus âgées était 5 fois plus élevé que leur homologue masculin. Donc, c'est une augmentation de 52,6 %. Donc, si nous regardons ici, Terre-Neuve et le Labrador avaient le plus grand nombre d'exploitantes agricoles dans le groupe d'âge le plus âgé, alors que le Québec avait la plus petite proportion. Next slide, please. So this will be slide 9 of 17. Shifting our focus just a bit. Alors maintenant, si nous regardons aux exploitantes agricoles qui déclarent avoir recours à la vente directe ou aux produits de produits biologiques. Et donc, ici, qui rapportent justement des ventes directes ou des produits agricoles. Et donc, en 2020, il y avait 14 475 exploitantes agricoles qui travaillaient dans des exploitations agricoles ayant déclaré avoir recours à la vente directe a aussi augmenté. Et la présence des exploitantes agricoles dans les exploitations agricoles qui ont déclaré des produits biologiques a également augmenté. En 2021, il y avait 2 560 exploitantes agricoles qui travaillaient dans des exploitations ayant déclaré avoir une production biologique, qui est une augmentation de 30,4 % par rapport à 2016. Et je crois qu'il est important de noter ici que les exploitantes agricoles canadiennes ont beaucoup de compétences et de spécialités qui les amènent à jouer plusieurs rôles. Et donc, ils utilisent la technologie pour améliorer les ressources à la ferme. Et il y a un nombre grandissant d'exploitantes agricoles qui travaillent sur des exploitations agricoles qui utilisent les technologies où la production d'énergie renouvelable a doublé 10 340 en 2021. Mais le pourcentage d'exploitantes agricoles parmi le total qui travaillent sur des exploitations où il y a des sources d'énergie durables a passé de 29 à 30 %. En 2020, 25,7 % des exploitants agricoles qui travaillaient sur des exploitations agricoles qui utilisaient la robotique étaient des exploitantes agricoles. Et en plus, le nombre de femmes qui travaillaient avec des différentes automatisations a augmenté. En 2020, il y avait 17 755 exploitantes agricoles qui travaillaient sur des exploitations agricoles qui ont rapporté ceci. C'est une augmentation de 5 510 exploitantes agricoles par rapport à 2015. Next slide, please. So that'll be slide 11 of 17. Alors ici, si on regarde le nombre d'exploitantes agricoles qui travaillent hors de leur exploitation, ça augmente à un rythme plus élevé que celui de leur homologue de sexe masculin. Donc, en 2020, il y avait 38 610 exploitantes agricoles qui ont déclaré travailler hors de leur exploitation au Canada, qui est une augmentation de 10,2 %. Et donc, c'est essentiellement
9 fois supérieurs à leur homologue de sexe masculin. Et ça a augmenté de 44,9 en 2015 à 48,4 en 2020. C'était légèrement plus élevé que l'augmentation de leur homologue masculin qui était à 47,5 . Alors ici, si nous examinons les exploitantes âgées de 55 ans et plus sont à l'origine de l'augmentation nette du nombre d'exploitantes agricoles travaillant hors de leur exploration. Donc, cette augmentation se retrouve complètement dans cette catégorie. En 2020, on comptait 19 300 exploitantes agricoles âgées de 55 ans et plus qui travaillaient en dehors de leur exploitation, qui est une hausse de 5 520 par rapport à 2015. Donc, ce groupe a augmenté de 39,3 à 50 durant la même période. Et l'augmentation du nombre d'exploitants agricoles de sexe masculin se trouvait aussi dans le groupe de personnes plus âgées. Alors, il est important de noter que cet article offre aussi une analyse qui va au-delà de l'augmentation des exploitantes agricoles. L'article essaie de répondre aux questions où se trouvent les exploitantes agricoles au Canada. Donc, comme il était le cas dans le recensement précédent, l'Ontario comptait le plus grand nombre d'exploitantes agricoles. En 2021, il y avait 20 895 exploitantes agricoles qui représentaient un pourcentage. L'Alberta était au deuxième rang, suivi de la Saskatchewan et du Québec. Et le pourcentage d'exploitantes agricoles dans chaque province est variable partout, comme vous pouvez voir dans ce tableau. Donc, en Colombie-Britannique, il y avait le plus haut niveau d'exploitantes agricoles, 39,7 . Des 9 390 exploitantes agricoles qui travaillent en Colombie-Britannique, la plus grande proportion d'entre elles travaillaient sur des exploitations agricoles qui sont diverses cultures. Donc, en l'île du Prince-Édouard, c'était le plus bas niveau de toutes les provinces. Donc, de ces 320 exploitantes agricoles en l'île du Prince-Édouard, la plus grande proportion exploitait des fermes laitières. Voici la diapositive 15. Et cet article a aussi examiné le type d'exploitation agricole au Canada. Donc, quand vous examinez le type ici, l'élevage de moutons et de chèvres. Alors, 41,1 des exploitantes agricoles étaient classifiées comme faisant l'élevage de moutons et de chèvres, qui est une augmentation de 39,7. Ici, ceux qui faisaient l'élevage de grains ou de céréales étaient à 25,6 en 2021. Alors, je suis sur le point de terminer. Donc, si vous souhaitez avoir plus d'informations en ce qui a trait au recensement de l'agriculture, vous pouvez vous rendre au portail sur le site Internet de StatScan. Vous pouvez aussi examiner la trousse du recensement de l'agriculture. C'est comme un endroit où vous pouvez trouver tous les renseignements ainsi que les médias sociaux. Et si vous aimeriez en savoir davantage, veuillez aller examiner le quotidien diffusé du lundi au vendredi. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Et je vous remercie beaucoup. Et j'aimerais terminer en précisant que si vous êtes à la recherche de davantage d'informations sur les exploitantes agricoles, veuillez aller consulter ces outils, un portrait des exploitantes agricoles au Canada, qui vous offre cela dans une présentation facile à digérer. Et vous avez aussi une image des exploitantes agricoles
qui ont été produits par la co-autrice Susanna. Alors, merci beaucoup et c'est la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Mathieu, pour cette présentation. Je crois que ça a fait un excellent travail. Et maintenant, c'est le temps de creuser un peu plus en profondeur pour examiner le contexte et l'information derrière ce qui se passe derrière ces chiffres. Alors, j'ai quelques questions. Nous avons 3 panélistes qui vont se joindre à nous pour la discussion et ensuite, nous allons ramener Matthew. Alors, j'ai des questions à poser. Une question que j'aimerais poser à chacun des panélistes et n'hésitez pas à utiliser la fonction de questions-réponses. Alors, ces diapositives sont dans la boîte de discussion. Alors ici, je vais commencer avec Claudia, qui est professeure adjointe de marketing et de systèmes alimentaires locaux et régionaux à l'Université de l'État de Pennsylvanie. Ses recherches portent sur les options de diversification pour les petits producteurs et transformateurs agricoles. Avant de se joindre à l'Université Penn State en 2018, elle a travaillé au Canada dans le secteur canadien de la recherche agricole privée pendant plus de 10 ans, où elle a mené des recherches économiques appliquées pour des associations de producteurs, des organisations à but non lucratif et tous les niveaux du gouvernement sur des questions économiques couvrant un large éventail de produits agricoles. Alors, Claudia, je sais que les 2 pays ne sont pas exactement pareils, mais vos recherches aux États-Unis ont creusé en profondeur et vous avez été en mesure d'arriver à certaines conclusions, à savoir pourquoi les femmes ont rejoint les rangs des agricultrices. Alors, est-ce que vous pourriez nous partager, selon votre recherche, certaines des raisons qui ont amené les femmes dans ce secteur? Et donc, j'ai préparé une diapositive qui vous offre ou qui vous présente une belle carte. Alors, voilà. Merci. Et merci aussi, Mathieu, pour votre excellente présentation. Vous avez présenté d'intéressantes tendances et je suis heureuse d'avoir cette discussion aujourd'hui. Alors, nous avons examiné les exploitantes agricoles aux États-Unis et notre recensement est mené aux 5 ans. Et donc ici, nos chiffres sont de 2017. Donc, quand vous regardez cette carte, ça vous démontre le pourcentage d'exploitantes agricoles aux États-Unis et vous pouvez voir qu'il y a eu une énorme augmentation en 2017. Mais l'USDA a changé la façon dont ces exploitantes sont recensées. Donc, en 2012, on comptait seulement une exploitante agricole, mais maintenant, nous comptons jusqu'à 4. C'est là où nous avons vu une énorme augmentation. Mais ça a définitivement attiré beaucoup d'attention. Il y a aussi une nouvelle question dans le recensement qui demande de donner des renseignements au sujet du rôle de décideurs. Et donc, les hommes sont plus impliqués dans la décision de culture de céréales, mais c'est très difficile d'analyser les tendances au fil du temps. Mais j'ai retrouvé de nouveaux chiffres. En 2019, nous avons des chiffres du sondage qui n'est pas publiquement disponible, qui démontre que plus de 51 de toutes les exploitations agricoles aux États-Unis avaient au moins une femme exploitante agricole. Et l'exploitante principale peut seulement être retrouvée dans 14 des exploitations agricoles. Le plus grand pourcentage où les femmes sont les principales exploitantes sont celles qui font l'élevage de volailles. Et donc, nous avons été surpris de voir qu'il n'y a pas beaucoup de recherche économique qui examine les agricultrices aux États-Unis. Mais il y a beaucoup de recherche économique au niveau des exploitantes agricoles et leur rôle et leurs besoins dans les pays en développement. Donc, il y a définitivement une lacune en matière de recherche aux États-Unis, mais il y a certaines recherches sociologiques qui démontrent les obstacles à l'entrée en agriculture pour les femmes. Donc, par exemple, rentabilité plus faible, contraintes par rapport au réseautage avec d'autres femmes agricultrices et passer au travers de ce réseau des
des old boys, comme on dit en anglais, et aussi difficulté à avoir accès à des prêts agricoles et d'acheter des terres agricoles. Et donc, ça a été très bien documenté dans les recherches. Il y a une étude de Fermstad et Paul en 2020 qui a examiné cet enjeu et ils ont utilisé des données de 2012 et ils ont trouvé que, en moyenne, les femmes gagnent 40 moins que leurs homologues de sexe masculin. Et donc, ils ont dit que l'agriculture est l'une des professions les plus inégalitaires aux États-Unis aujourd'hui. Et de la littérature qui étudie l'entrepreneuriat, nous regardons les facteurs incitatifs et dissuasifs. Afin d'établir la cause, nous avons établi que les femmes exploitantes agricoles sont retrouvées dans des zones urbanisées. L'agriculture est plus orientée vers le consommateur, où il y a de plus petites exploitations agricoles. Vous pouvez aussi voir sur la carte qu'elles sont concentrées dans les régions où il y a le plus grand nombre de populations le plus élevée. Il y a aussi des comtés qui sont très importants pour le réseautage, où il y avait aussi plus de capital social. De plus en plus de femmes sont attirées dans des comtés qui offrent des services de garde d'enfants, où les niveaux de revenus sont plus élevés. Et avant de terminer, j'aimerais rapidement vous parler du soutien qui est offert aux agricultrices des États-Unis. Le ministère de l'Agriculture des États-Unis offre aux agricultrices du soutien de partage. Et il y a aussi le projet d'Annie qui a été élaboré par l'Agence de gestion de risque qui offre de la formation au sujet de compétences en production et en gestion des finances. Et il y a des réseaux agricoles qui sont réservés seulement aux femmes. Il y a WAGN, The Women Agricultural Network, qui sont situés dans l'Est du pays, qui travaillent sur le perfectionnement des compétences des femmes agricultrices. Et donc ici, ce sont des questions qui existent pour les États-Unis et le Canada. Ce serait très utile d'évaluer les données en matière de prêts agricoles et l'accès de ressources pour les femmes. L'analyse socio-économique serait vraiment génial de voir la différence entre les hommes et les femmes et comment ça affecte la rentabilité de leur exploitation agricole. Et nous avons besoin de plus d'analyses sur l'impact des exploitantes agricoles sur leur communauté. Donc, il y a une énorme lacune en matière de recherche. Merci, Claudia. Alors, j'aimerais retourner dans la recherche que vous avez menée. Avez-vous été en mesure de déterminer pourquoi les exploitations agricoles sont la profession la plus inégalitaire? Avez-vous des données au sujet de ces conclusions? Est-ce que c'est parce qu'elles ont tendance à exploiter des plus petites opérations agricoles ou? Nous avons examiné des données au niveau des différents comtés, mais je peux vous dire que à partir de la littérature de sociologie, les femmes ont d'autres objectifs que les hommes. Les femmes entreprennent de nombreux rôles lorsqu'elles exploitent une opération agricole. Elles jouent un rôle très important au sein de leur communauté et pour plusieurs d'entre elles, la rentabilité n'est pas la chose la plus importante, n'est pas l'objectif le plus important. Et donc, c'est la raison pour laquelle il semble avoir une différence en matière de rentabilité de l'exploitation agricole. Oui. Et encore une fois, je suis certaine que d'autres panélistes vont ajouter
de l'information. Alors, notre prochain panéliste est Joe Dickinson, est directeur de parc d'engraissement chez Beef Farmers of Ontario. Il est propriétaire d'une ferme de bovins de boucherie à Oil Springs, en Ontario, et a des clients à Windsor, Guelph, la majorité est dans la région de Sarnia. Il est diplômé de l'Université de Guelph et il est récemment retourné dans le milieu universitaire en tant que professeur à temps partiel au Lambton College et au campus Ridgetown de l'Université de Guelph. Auparavant, il a été directeur général de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario, représentant l'Ontario et du Québec Forum canadien des jeunes agriculteurs et fier ancien président de la Junior Farmers Association of Ontario. Alors, Joe, la raison de ma question est une chose que Claudia a fait dans ses commentaires. Souvent, l'agriculture est perçue comme un Old Boys Network et donc qui est essentiellement un secteur réservé aux hommes. Et donc, ça ne reflète pas nécessairement la diversité qui existe en agriculture. Mais c'est intéressant de voir qu'en 2021, Beef Farmers en Ontario a été l'une des premières associations agricoles à adopter un énoncé de valeurs sur la diversité, l'équité et l'inclusion. Et j'aimerais obtenir votre perspective à ce sujet. Et les conseils d'administration qui représentent les associations agricoles, comment est-ce qu'ils abordent cette évolution de l'agriculture? Alors, en toute honnêteté, si nous examinons le portrait dans son ensemble, les Beef Farmers of Ontario ont démarré ce processus en 2012, avant même que je sois présent, parce qu'avant cela, ça s'appelait le Ontario's Cattlemen Association. On voit beaucoup d'entreprises dans le domaine de l'élevage de bovins qui utilisent encore cette terminologie. Et honnêtement, le choix n'était pas nécessairement basé sur l'EDI, mais c'était en prime parce qu'ils voulaient pouvoir énoncer plus clairement la nature de leur entreprise. Et c'était une association qui représentait les personnes qui œuvrent dans le domaine de l'élevage de bovins. Essentiellement, cattlemen n'existe pas. Ce sont des exploitants agricoles ou des éleveurs. Je n'ai jamais entendu une personne se désigner comme étant cattleman, entre parenthèses, ou entre guillemets. Et donc, ici, dans notre énoncé de EDI, a commencé par une conversation entre deux administrateurs, moi-même et George Miller, suite à la situation de George Floyd qui s'est produite en 2020. Et moi, j'avais affiché un message sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter au sujet de mon réveil en matière de privilèges lorsque je suis allée au Nebraska à une conférence en 2012. Et mes amis et moi-même n'avaient aucun problème à entrer dans le bar avec aucun problème avec ma carte d'identité canadienne. Mais quand mes amis des Bahamas ou de la Dominique ou de Trinidad et Tobago ont essayé d'entrer dans le bar, on leur a demandé de montrer leur passeport ou on leur refusait l'entrée parce que ce bar n'acceptait pas un permis de conduire qui n'était pas de cet État. Et c'était nouveau pour moi parce que la dernière fois que j'avais vérifié, nous, en Ontario, ne faisons pas partie du Nebraska. Et donc, la différence était la couleur de notre peau. Et donc, c'est ce qui a démarré la conversation. Mais ce qui nous a aidés était nos dirigeants. Notre président à l'époque, Rob Lipsick, Richard Hoare, le directeur général, était vraiment
d'accord avec tout cela, même avant que nous présentions cela au conseil d'administration. Notre personnel est absolument incroyable. Et donc ici, notre personnel est absolument important pour nous aider à atteindre nos objectifs. Et quand nous parlons d'agriculture, nous ne parlons pas seulement d'agriculteurs, mais nous parlons des processus, nous parlons des consommateurs, des consommatrices. Et il y a une tonne de diversité dans le secteur de l'agriculture. C'est tout simplement que ce n'est pas toujours constaté au niveau des exploitations agricoles. Et grâce à l'excellente présentation de Matthew, nous avons constaté que la diversité existe, qu'elle est présente. Mais comment être mieux reconnu est une des choses que nous devons faire. Et donc, nous avons décidé de présenter cet énoncé de valeur afin de pouvoir commencer à accueillir un certain niveau de diversité. On a eu un certain niveau de résistance et au début, nous planifions afficher cet énoncé de valeur sur notre site Internet. Si quelqu'un voulait le voir, il pourrait le retrouver et que nous poursuivrions. Quand nous avons commencé à recevoir de la résistance, c'est à ce moment-là où nous avons pris la décision qu'il fallait le publier publiquement. Et ça prend beaucoup de leadership et ça prend une colonne. Je suis très reconnaissant pour cela au sein de notre entreprise parce que non seulement est-ce que les dirigeants au sein de l'entreprise pensaient que c'était la bonne chose à faire, mais le conseil d'administration également. Et nous avons dû le publier ainsi pour essentiellement prouver que nous n'étions pas pour nous laisser intimider. Alors, deux questions, Joe. Quand vous parlez d'avoir démarré cette initiative, je serais intéressée de savoir où voyez-vous votre prochaine étape dans votre évolution à ce stade-ci. Je vais vous poser la prochaine question après. La réalité, c'est que parfois, on a l'impression que la balle est en train de dérouler au bas de la montagne et on ne sait jamais ce qui va se passer d'un jour à l'autre. Parce que la réalité, c'est que quand nous parlons d'EDI, la première chose à faire, c'est de s'éduquer soi-même. Et c'est très ironique. Ce n'était pas intentionnel. On voulait tout simplement avoir un bel arrière-plan et je voulais vous démontrer mes vaches. Mais en ce qui a trait à la formation en EDI que nous avons eue avec au sein de notre organisme, cette image a encore plus de signification parce que durant le printemps et l'été de 2021, BFO a entrepris un partenariat avec Bloom, une entreprise qui fait de la formation en EDI à Toronto. Et la beauté de cette entreprise, c'est qu'ils choisissent leurs clients. Et donc, si tout ce que vous faites essentiellement, c'est comme un jour ici ou là, ou quelques heures ici ou là, afin de pouvoir cocher une case, ils ne veulent pas travailler avec vous. Alors, ils prennent les gens qui sont sérieux, qui sont disposés à apprendre et à participer. Et donc, nous avons travaillé sur un calendrier. Je crois qu'il y avait 12 séances d'environ 1 heure chacune tout au long du printemps et de l'été 2021. Et nous avons travaillé et nous nous sommes formés en matière d'EDI pour commencer à comprendre comment avoir ces conversations difficiles et se questionner. Et moi, je sais que j'ai participé à certaines de ces rencontres.
dans ce champ ici que vous voyez à l'arrière-plan. Et donc, la formation est une des premières choses. Ensuite, il est important de comprendre que nous parlons de plusieurs différentes communautés et parfois, nous devons presque faire un triage. Et si une communauté doit être un peu plus amplifiée ou nous devons être un peu plus sensibles à certaines communautés, nous ajustons notre formation en conséquence. Et à ce moment-là, ça pourrait être une différente communauté à l'avenir. Notre groupe de relations avec les consommateurs a fait un incroyable travail de parler aux influenceurs sur les médias sociaux qui œuvrent à l'extérieur de notre secteur traditionnel en ce qui a trait aux éleveurs ou de bovins. Ce peut être des consommateurs, mais nous voulons inviter des gens qui sont issus de différents milieux afin qu'ils puissent démontrer différentes façons que nos produits peuvent se présenter dans le quotidien des gens de tous les jours. Nous sommes aussi très impliqués avec Feed Ontario afin de pouvoir distribuer des denrées alimentaires à autant de gens que possible durant des moments difficiles. Et nous travaillons aussi avec Eggscape pour nous assurer que notre secteur est promu au sein de d'autres consommateurs. Thank you. So, Et donc, merci le beaucoup. prochain panéliste vient. Oh, excusez-moi, j'ai besoin de fermer mon interprétation. La prochaine panéliste, Janine, elle vient le milieu agricole et elle est unique propriétaire de la ferme Equinox. Janine Messies est la présidente de les agricultrices du Québec. Son ferme, elle cultive des légumes et des céréales. La ferme propose également des activités agrotouristiques. Janine est officier et chevalier de l'Ordre national du mérite agricole, présidente provinciale des agricultrices du Québec depuis 2017 et membre du Conseil général de l'Union des producteurs agricoles, ainsi que membre du conseil d'administration de UPA Développement international et du conseil du statut de la femme. Janine, merci d'être ici avec nous ce matin. Selon les données de Statistics Canada, nous constatons cette augmentation de la proportion des femmes exploitants agricoles. Ma question est vraiment, ce que nous voyons, est-il un meilleur reflet de ce qui était toujours le cas? Est-ce que les statistiques sont en train de refléter mieux la réalité ou est-ce que la réalité de la production agricole est en train de changer? Lorsque vous regardez à vos membres et votre organisation, est-ce que tu es en train de voir cette change? Est-ce que cette change est réelle? Et y a-t-il plus de femmes dans l'agriculture ou, comme j'ai dit, est-ce que les statistiques reflètent-elles ce qui a toujours été le cas? D'abord, merci de m'accueillir dans cet événement. Puis, je tiens aussi à remercier ceux qui ont fait les études. Et c'est fort. En fait, ce qui me réjouit là-dedans, c'est qu'enfin, on s'intéresse à l'implication des femmes à l'agriculture parce qu'il faut bien reconnaître que de tout temps, les femmes ont été présentes sur les entreprises agricoles depuis la nuit des temps. Puis, on parle même en Afrique que c'est 80% de l'agriculture qui est portée par les femmes. Donc, les femmes ont vraiment toujours été présentes. Ce qu'on voit qui change présentement, c'est plus au niveau entrepreneurial. Donc, les femmes s'impliquent de plus en plus au niveau de l'entrepreneuriat. Et il faut penser au Québec que ce n'est que depuis 1989 qu'une femme peut avoir accès au crédit, avoir accès à des prêts sans l'autorisation de son conjoint. Donc, c'était peut-être, ça a facilité les choses pour que la femme puisse devenir propriétaire ou copropriétaire. Donc,
Au Québec, en 2008, on estimait à 25 000 agricultrices. Donc, elles sont là, elles sont présentes sur les fermes, mais elles ne sont pas nécessairement propriétaires ou copropriétaires. On parle ici de 25 de femmes qui étaient propriétaires ou copropriétaires sur 25 000 agricultrices qui sont quand même présentes. Puis, on constate aussi que la répartition des tâches est souvent asymétrique, puis toujours très stéréotypée. Donc, généralement, le travail sans valeur marchande, le travail domestique, le soin aux enfants, les commissions, les courses, c'est majoritairement réalisé par des femmes, leur laissant moins de temps pour effectuer du travail rémunéré. Puis, une récente étude aussi faite par le secrétariat à la condition féminine démontre que les agricultrices sont nombreuses à dire qu'elles donnent un coup de main pour préciser ce qu'elles font. Donc, elles ne se voient pas nécessairement comme agricultrices, comme entrepreneurs. Et ça, c'est des choses qui ont tendance à changer. Donc, et une autre étude aussi démontre que les femmes, uniquement au Québec, plus de 108 millions de dollars échappent annuellement aux femmes en travail non rémunéré. Donc, ce n'est pas le fait qu'elles ne soient pas là, c'est juste le fait que leur travail n'est pas nécessairement reconnu. On note aussi que chaque initiative financière a toujours eu un effet positif. On pense aux années 90. Ici au Québec, les femmes ont eu accès à du financement, donc ont pu acheter des parts dans leur entreprise par du financement provincial. Donc, ça a eu un effet levier sur les propriétés agricoles et depuis ce temps-là, ça stagne. On parlait tantôt aussi du programme d'aide à l'entrepreneuriat au niveau de Financement agricole Canada. Ça aussi, ça a fait une différence. Donc, je remarque aussi que les données pourraient être plus genrées au niveau des statistiques qu'on pourrait aller chercher au niveau du financement des prêts ou des subventions. Combien de femmes par rapport à d'hommes y ont accès? Donc, ça pourrait être intéressant là, à dénoter. Donc, voilà. Oui, merci. J'aimerais retourner à quelque chose que vous avez dit plus tôt. Cette transition d'être une femme qui est présente sur la ferme, de la transition de devenir, d'aller d'être présent, mais et de devenir gestionnaire ou d'être entrepreneur et puis d'être plus impliqué. Pouvez-vous peut-être expliquer un peu les impacts de cette transition-là ou qu'est-ce que ça veut dire de votre expérience ou de l'expérience de vos membres? Oui. Les impacts sont majeurs parce que le fait que les femmes soient maintenant entrepreneurs, ça diversifie le milieu, ça diversifie le dynamisme économique aussi des régions. Et j'ajouterais même qu'au niveau des écoles d'agriculture, il y a de plus en plus de jeunes femmes qui s'inscrivent dans les écoles d'agriculture. Donc, ça devrait avoir une répercussion là, dans les années qui viennent sur les propriétés, si elles sont propriétaires ou non des entreprises agricoles. Peut-être je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais ça me fait surgir d'autres choses. Il faudrait aussi faciliter l'accès au financement pour les femmes de plus de 40 ans. Ici au Québec, on accompagne beaucoup la relève agricole de moins de 40 ans, mais on oublie souvent que les femmes de plus de 40 ans, c'est elles qui cèdent la place aux jeunes à la relève de la ferme et doivent souvent se retrouver une autre fonction, un autre métier. Donc, pas nécessairement hors de l'agriculture, mais ça peut être dans d'autres fermes. Donc, on oublie ces femmes-là qui sont de la relève aussi de plus de 40 ans parce qu'elles doivent s'établir beaucoup plus tardivement que les jeunes hommes. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais oui, on voit vraiment une recrudescence. Mais en fait, les agricultrices du Québec ont d'ailleurs un programme qui s'appelle Dimension E, qui accompagne les femmes entrepreneurs là, dans leur démarche, soit de démarrage, de transfert d'entreprise ou de cession, là, de transfert, c'est ça. Donc, c'est un très beau programme qui accompagne les femmes, donc ça fait une différence. Oui, puis on va retourner à cette question-là des programmes puis des politiques, puis comment est-ce qu'on peut mieux
mieux impliquer puis aider les femmes à devenir vraiment des entrepreneurs comme vous avez mentionné. Mais je vais commencer avec tes questions pour tous les panélistes. I will bring back into the discussion Matthew. Je vais ramener Matthew de Statistique Canada et son collègue Jack. Et je vais commencer par une question qui a été posée par les membres du public parce que ça nous amène au cœur de la discussion et ça a été soulevé dans notre discussion avec Janine. Et donc, Matthew, pouvez-vous confirmer comment une exploitante agricole est définie? Est-ce que c'est la gestionnaire ou est-ce que c'est un homme et une femme qui collaborent ensemble? Alors, j'aimerais que vous donniez la réponse de Statistique Canada, mais comment est-ce que ça se... comment l'enquête définit une exploitante agricole? J'ai essayé de répondre à cette question dans la fonction questions-réponses et je n'étais pas en mesure de le faire. Nous avons un guide du recensement agricole. Alors, pour nous, ce recensement, le concept d'exploitante agricole est la personne qui est responsable des décisions et qui dirige l'exploitation agricole. Donc, elles peuvent être celles qui sont responsables de prendre les décisions qui sont pertinentes à des aspects spécifiques, l'élevage d'animaux, le marketing, la vente, les achats en immobilisation, etc. Donc, j'ai dit qu'elles peuvent être propriétaires, mais le recensement de l'agriculture n'amasse pas d'informations sur celles qui sont propriétaires d'exploitations agricoles. Merci, Matthew. Et peut-être une question à Joe. Désolé, j'ai oublié de répondre à la deuxième partie de la question. Que se passe-t-il si un homme et une femme sont ensemble coopérateurs? Exact. Oui. Et donc, nous sommes en mesure de faire un rapport sur jusqu'à 3 exploitantes. Donc, il y a des différents arrangements où il y a plusieurs opérateurs ou exploitants et d'autres qui en ont jusqu'à 3. Alors, ça pourrait être un homme et une femme, 2 femmes, 2 hommes et une femme, etc. Donc, ma question pour Joe et Janine, je crois que Janine en a parlé un peu, mais alors comment passons-nous de cette définition pour comprendre la véritable participation des femmes sur la ferme? Joe, en premier. Ben, je crois que la réalité, c'est que quand nous parlons des femmes sur la ferme ou des exploitantes agricoles, elles ont souvent été sous-représentées en tant que leur rôle en tant qu'exploitante. Matthew en a parlé un peu dans sa présentation. Je connais un tas de femmes qui ne se considéreraient jamais comme étant l'exploitante agricole, même si elles faisaient autant de travail sur l'exploitation agricole que sa contrepartie ou son homologue masculin. Et je crois qu'il y a aussi plusieurs situations qui existent où même si la femme s'identifiait comme exploitante, elle est souvent tassée par quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et souvent, et je crois que maintenant, nous commençons à avoir un meilleur niveau d'acceptation de leur participation ou de leur rôle. Et j'espère que ça va continuer ainsi parce que je sais que nous n'avions pas John Deere sur notre exploitation agricole parce que quand on voulait obtenir un prix pour un tracteur John Deere, le vendeur lui disait souvent d'envoyer son mari pour faire une affaire. Oui, ces histoires, on les entend encore.
Mais malheureusement, ce n'est pas seulement des histoires qui remontent à longtemps. Ce sont des choses qui se produisent encore aujourd'hui. Alors, c'est comme ma femme qui est en train de nourrir les vaches ce matin pendant que je suis avec vous. Mais Janine, sur la question de peut-être l'hésitation pour des femmes de s'identifier comme la gestionnaire ou l'entrepreneur, est-ce que c'est quelque chose qui reflète la réalité et puis vos expériences? Oui, tout à fait. C'est vraiment un phénomène culturel. Puis des études le montrent aussi que les femmes sont très insécures, très insécures dans leur... un instant, s'il vous plaît. Excusez-moi. Voilà. Bon. Oui, ils sont très insécures dans leur implication. Puis moi, je trouve aussi qu'ici au Québec, on a eu beaucoup de soutien au niveau provincial pour favoriser l'implication des femmes. Puis je crois aussi que si elles se retrouvaient plus sur des instances décisionnelles, elles pourraient faire bouger les choses un peu plus aussi. Donc, c'est un des phénomènes là, qui pourrait faire une différence. Là. Ouais. Yeah. Oui. Thank you. And Claudia, I just want to et Claudia, je voulais vous demander la définition dont Matthew a parlé. Est-ce que ça reflète le rôle des exploitantes agricoles aux États-Unis? Croyez-vous que nous captons les bons facteurs quand nous posons les questions dans les recensements? Bien, comme je l'ai mentionné auparavant, le changement qui a été apporté par IRS, comment c'est examiné? Ils examinent quel est leur rôle de prise de décision. Donc, je crois que ce serait une première bonne étape pour amasser ces données. Et quelqu'un a aussi mentionné dans la section questions-réponses, c'est que souvent, les femmes soutiennent le travail sur la ferme. Aux États-Unis, une personne doit travailler hors l'exploitation agricole pour pouvoir obtenir de l'assurance. Même au Canada, si vous avez de l'assurance emploi, vous devez travailler ailleurs et souvent, ce sont les femmes qui ont tendance à occuper ces rôles. Encore une fois, voici une question dans la boîte, dans la question-réponse. Les femmes qui gagnent moins que les hommes, je crois que c'est très intéressant quand nous voyons l'augmentation d'exploitantes agricoles, comme Matthew l'a mentionné. Il y a cette augmentation de 3 300 fermes qui génèrent 500 000 $ de revenus et plus. Il y a des exploitations agricoles qui sont de très grande taille. Et donc, comment est-ce que cette dynamique se présente? Nous avons vu une augmentation du nombre d'exploitantes agricoles qui exploitent une seule ferme et aussi d'exploitantes agricoles qui se trouvent dans des catégories de revenus plus élevés. Et donc, peut-être, Claudia, c'est un peu différent de ce que vous voyez parce qu'aux États-Unis, il y a des femmes qui œuvrent au sein des fermes plus diversifiées. Alors, comment voyez-vous cela? Il y a tellement de choses qui jouent un rôle important. Alors, une des choses que j'aimerais mentionner, c'est que nous voyons beaucoup plus de femmes qui sont dans des rôles de dirigeantes. Parce qu'il y a certaines recherches dans le domaine de l'entrepreneuriat qui démontrent que les hommes et les femmes ont tendance à se fier sur leur propre sexe comme modèle. Il y a beaucoup plus de soutien de la part de leur père, de la part des femmes, pour des femmes. Oui. Alors, encore une fois, je ne sais pas si c'est un conflit en nombre basé sur les données, mais on voit que les femmes ont tendance à être moins rémunérées, mais on voit aussi la croissance des exploitantes agricoles qui exploitent des opérations qui génèrent plus de 500 000 $ de chiffre d'affaires. Et donc, la croissance ne provient probablement pas de fermes de plus petite taille, mais qu'il y a possiblement plus de femmes qui exploitent des exploitations agricoles
de plus grande taille. Alors, comment est-ce que vous expliquez cela? Elles jouent un rôle plus prononcé en matière de dirigeants, mais il y a aussi des cours universitaires et donc c'est une des raisons pour lesquelles les femmes ont tendance à exploiter des fermes de plus grande taille. Mais les femmes sont aussi plus intéressées en durabilité et d'avoir un revenu supplémentaire. Je dirais que c'est un niveau d'éducation plus élevé, un meilleur soutien de la part de leur père. Et il y a des recherches qui indiquent qu'il y a aussi des veuves qui entreprennent la direction des exploitations agricoles. Mais j'aimerais quand même voir davantage de recherches et davantage de données à ce sujet. Merci beaucoup. Et donc, Claudia a mentionné le soutien des pères. Et je crois que c'est très intéressant de voir, il y a le président, la présidente de la Fédération de l'agriculture, et nous en voyons de plus en plus. Mais si nous regardons même la représentation en matière d'exploitantes agricoles, nous ne faisons peut-être pas un bon travail pour s'assurer que les associations agricoles représente ce qui existe. Joe, I'll come to you after around peer support. Mais Janine, comment est-ce que votre association aide et accompagne les femmes qui veulent être les entrepreneurs? Vous avez fait référence à un programme qui existe. Est-ce que tu peux peut-être donner un petit peu plus de détails sur ce programme-là et les autres activités d'accompagnement que vous offrez? Oui, donc je parlais tantôt de Dimension E. Donc, c'est un programme qui a été financé par le gouvernement fédéral. En fait, on aide les femmes au démarrage d'entreprises. Elles ont accès à 1 heure de consultation d'un fiscaliste, avocat, notaire, comptable. Elles ont aussi accès à une banque de données de recherche qui s'appelle le CRAAC, le Centre de recherche en agriculture du Québec. Et aussi, elles peuvent faire partie de cellules de co-développement. Ça aussi, c'est gratuit quand elles sont membres. Et en fait, tout ça les aide et elles ont aussi de l'accompagnement individuel par rapport à leur entreprise, au démarrage ou au questionnement qu'elles ont déjà dans leur entreprise. Donc, tout ça fait en sorte qu'on accompagne nos membres. Et le fait d'être membre des agricultrices du Québec sans avoir de part, être propriétaire ou copropriétaire nous permet aux femmes de siéger au niveau de l'Union des producteurs agricoles. Donc, c'est la seule porte d'entrée des femmes qui n'ont pas de part ou qui ne sont pas copropriétaires pour siéger à l'Union des producteurs agricoles. Il faut noter que 26-27% des femmes sont propriétaires ou copropriétaires, mais il n'y a seulement que 12% des femmes qui siègent à l'Union des producteurs agricoles. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Et les agricultrices sont là pour avoir un pied dans la porte. Oui, certainement, il y a du travail à faire. Joe, on the question of work that needs to be done, Joe, en ce qui a trait au travail à faire, vous avez été impliqué au sein de différentes associations, vous avez examiné différents outils. Où voyez-vous les solutions par rapport à ces enjeux? Nous devons aussi penser aux politiques dans le contexte gouvernemental, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient en tête? Est-ce que ce support des collègues facilite le travail ou pensez-vous qu'il y a encore davantage à faire? Je crois que, Tyler, il y a plusieurs différents facteurs. Je parlais à un membre de notre personnel avant cette session. Et le Junior Farmers Association, quand l'organisme a été premièrement formé, ils avaient une règle ou un règlement que leurs dirigeants devaient inclure au moins une femme. Ça, c'était en 1944. Alors, maintenant, ils n'ont plus besoin d'invoquer cette clause à ce stade-ci. Un de mes bons amis était le seul homme
qui faisait partie du comité exécutif avant de me joindre au début des années 2000. Mais c'est toujours un peu une question d'équilibre entre s'assurer d'avoir un conseil d'administration diversifié et éviter le favoritisme. On veut s'assurer qu'une personne a l'impression d'avoir été accueillies parce qu'elles ont un sens d'appartenance et non parce qu'elles peuvent répondre à certains critères qui mènent à cocher une case. Et donc, surtout les organismes de producteurs ou d'éleveurs comme le nôtre, où nous pouvons activement recruter des nouveaux administrateurs ou nouvelles administratrices. Et nous voulons que ces personnes soient à l'aise de siéger sur notre conseil. Et la façon dont nous nous comportons envers elles et eux, ça peut être aussi simple que le nom de l'entreprise dans certains cas. Un exemple pourrait être Janine. J'espère que ça va bien vous communiquer, mais ma famille est originaire du Québec. Et l'UPA était essentiellement l'union des cultivateurs catholiques au Québec. Et si ma famille, qui avait œuvré au Québec ou qui vivait au Québec depuis les années 1800, était entourée de catholiques francophones et étaient des anglo-protestants, et on les a invités à la rencontre d'une organisation qui s'appelait les cultivateurs catholiques. Bien, la réponse était que tout le monde était anglais, mais tout le monde comprenait. Et donc, le fait, c'est que parfois, ça peut être une chose aussi simple que examiner les documents fondateurs de votre organisme ou l'appellation ou la désignation de votre nom et de vous assurer que les gens sont à l'aise d'en faire partie. Et l'autre aspect, c'est qu'aussi cliché que ça puisse sembler, allyship est un verbe. Si nous voulons que les gens soient nos alliés et que nous entendons quelque chose qui n'a pas sa place, nous devons prendre position et dénoncer, parce qu'en restant silencieux, nous acceptons certaines choses. Et si nous voulons avoir des excellentes dirigeantes et nous voulons qu'elles fassent partie de nos entreprises, nous voulons nous assurer qu'elles aient leur place. Et ça, c'est certainement un rôle très important. Et donc, une question vient d'entrer dans la section de discussion, surtout quand il est question de responsabilité familiale. C'est plus difficile pour les jeunes femmes de faire partie de leur association. Je crois, Claudia, ce n'est pas juste une question de s'impliquer au sein d'associations et de conseils d'administration, mais d'avoir le rôle de dirigeante sur la ferme également. Donc, nous devons aussi commencer à réfléchir aux différentes politiques dans le contexte du secteur de l'agriculture. Mais peut-être, Claudia, vous pourriez parler, ou Janine aussi, vous pourriez répondre à cette question. À quoi ressemblent les politiques sociales pour encourager davantage de femmes à entreprendre ces positions de dirigeants ou de leadership? Alors, quelle importance est le manque ou la présence d'options de garderies pour enfants? Du temps que j'ai passé au Canada, je peux vous dire qu'on avait aussi des problèmes en matière de garderie. Ce n'est pas disponible dans toutes les provinces. Et donc, oui, les services de garderie sont un problème, ainsi que l'accès aux ressources, comme Janine l'a mentionné. Diane a mentionné dans la boîte de discussion, oui, nous devrions examiner ce qui se passe en ce qui a trait au terrain. Est-ce qu'il y a de la discrimination à ce niveau?
je ne crois pas que tout le monde est au courant des bienfaits que les femmes offrent au sein de leur communauté. Elles répondent à plusieurs besoins au sein de leur communauté. En plus de diriger une exploitation agricole, des recherches qui démontrent qu'il y avait un nombre plus élevé de femmes qui travaillaient dans les milieux ruraux. Et donc, il y a des taux d'emploi qui étaient plus élevés. Et donc, les femmes, à ce moment-là, on ne laissait pas les gens aller dans des moments difficiles. Je sais que je suis chercheuse et que je plaidoie pour moi-même, mais je vous dis que nous avons besoin de plus en plus de recherche dans ce domaine et nous commençons seulement. D'après vous, quel est le rôle de cette plus grande question des politiques hors des politiques agricoles? Comment est-ce que la question des galeries peuvent avoir un impact sur l'implication des femmes dans le secteur agricole? C'est sûr que ça peut avoir un impact majeur et il faut comprendre que les horaires atypiques ne sont pas exclusivement réservés aux agricultrices. On peut penser aux infirmières, aux policières, aux pompières. Alors, je crois que le gouvernement, on faudrait faire front commun parce que seulement que demander pour les agricultrices d'avoir des garderies à horaires atypiques, je ne pense pas que le gouvernement va embarquer là-dedans. Mais il faut vraiment comprendre que plusieurs corps de métier ont des horaires atypiques et devraient avoir accès à des services de garderie. Au niveau des agricultrices, elles ont toujours su se débrouiller, ne serait-ce que par le réseau familial, les réseaux d'amis. Claudia mentionnait tantôt que les femmes occupent le territoire où les femmes gardent le territoire très dynamique. Et puis en ce sens, il faudrait vraiment continuer. En tout cas, les agricultrices font des démarches pour avoir des garderies en milieu rural avec horaires atypiques. J'ai participé à un déjeuner-causerie lors du dernier Advancing Conference en Ontario et je mentionnais que peut-être que des coopératives d'utilisation de main-d'œuvre aussi pourraient être mises sur pied pour faciliter l'accès à pas nécessairement du travail à la ferme, mais ça peut être du travail domestique à la maison. Souvent, la femme désire souhaite s'impliquer dans son entreprise, puis aimerait bien avoir un soutien domestique à la maison pour pouvoir y aller. Alors, ce sont des façons qui pourraient être envisagées là, pour aider les femmes en milieu rural à avoir accès à des garderies. Mais ça reste une problématique, effectivement. Il y avait, Claudia fait référence au bénéfice d'avoir une meilleure implication des femmes dans le secteur agricole. Certainement, quand on voit qu'il y a le grand manque de main-d'œuvre qui est un problème croissant pour le secteur, pour les producteurs, pour les transformateurs, dans toute la chaîne de valeur, ce manque de main-d'œuvre-là est en train d'encourager les gens à penser à des nouvelles solutions. Mais c'est clair que les sources de main-d'œuvre devraient être plus diversifiées que la main-d'œuvre existante dans le secteur. Penses-tu, Janine, puis je vais poser les questions à Joe et Claudia aussi, comment est-ce qu'on peut s'assurer que le secteur, les démarches qu'on fait sont là, peuvent s'assurer qu'on est en train d'attirer les femmes, encourager l'utilisation de cette grande cette partie de la population pour remplir la vide qui existe aujourd'hui dans le main-d'œuvre, dans les fermes. Certainement, on voit que dans le stratégie qui est en train d'être avancée par CARC, l'Association canadienne d'agriculture et Food and Beverage Canada, la diversité est un pilier de cette stratégie-là. Est-ce qu'on devrait être plus conscient de cette question de diversité si on veut remplir le vide, le manque de main-d'œuvre qui existe? Ben, je pense qu'on l'est conscient, on l'a toujours été conscient. Les femmes sont là, les femmes ont toujours épaulé, n'ont pas toujours été rémunérées pour le travail qu'elles faisaient. Mais les femmes, elles sont là, elles sont instruites, elles sont dans les écoles, des écoles d'agriculture, elles sont dans les universités de plus en plus. Donc, la lacune n'est pas dans le fait on ne peut pas attirer les femmes en agriculture, elles sont là. C'est juste il faut les reconnaître à leur juste valeur.
Il faut continuer à les épauler, soit par des politiques et par des politiques gouvernementales, par des politiques aussi entrepreneuriales. Il faut constater que certains employeurs, est-ce qu'ils prennent vraiment au sérieux les compétences des femmes? Donc, tout ça, c'est vraiment un enjeu de culture aussi, un enjeu culturel. Puis tout ça, toutes les avancées féministes, c'est très, très, très fragile. Si je peux me permettre de citer Simone de Beauvoir qui disait qu'il suffit d'une crise économique, financière ou une pandémie pour faire reculer la place des femmes. Puis c'est ce qu'on constate aussi, la place des femmes recule dans le monde. Donc, il faut vraiment rester vigilant, il faut sensibiliser nos décideurs. Il et elles le sont, mais il faut quand même garder une bonne communication avec eux et elles pour que la place des femmes soit reconnue. Et voilà, mais il y a du travail à faire encore, oui. Merci. And so, Claudia, just on that question of benefits. Et donc, Claudia, en ce qui a trait aux bienfaits ou aux bénéfices de reconnaître le rôle des exploitantes agricoles qui jouent déjà un rôle sur les opérations agricoles, mais de voir comment les femmes pourraient faire partie de la solution en matière de pénurie de main-d'œuvre. Alors, comment mesurez-vous ces bénéfices et à quoi est-ce que ça ressemble? Oh, you're muted, Claudia. Alors, voilà. C'est difficile de mesurer ces bénéfices parce que certaines études semblent démontrer que les femmes n'œuvrent pas dans le domaine agricole seulement pour des raisons de rentabilité, mais aussi parce que la durabilité est importante pour elles et elles veulent répondre aux besoins de leur communauté. Et je n'ai pas vu beaucoup de recherches qui examinent les bénéfices que les femmes offrent comme tels. Et un autre point très important où nous avons besoin de recherche, nous avons besoin d'examiner la discrimination, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada. Et la discrimination qui empêche les femmes d'avoir accès à certaines choses. Et Joe, est-ce que vous aimeriez répondre à cette question des bienfaits ou des bénéfices et ce que vous voyez comme étant le bénéfice d'avoir l'implication des femmes dans le domaine agricole? Oui, certainement. Ben, longue histoire courte, nous avons besoin de différentes perspectives. Et donc, que ce soit, vous savez, parfois, quand nous obtenons des personnes qui sont issues de différents milieux, il s'avère que ces personnes contribuent différentes idées, de nouvelles façons de faire que celles qu'un conseil d'administration plus uniforme pourrait offrir. Mais en grande partie, lorsqu'il est question de ceci, moi, je vais prendre un pas de recul et je vais laisser Claudia et Jeanine aborder cette question plus pleinement, disons, parce que j'ai l'impression que c'est beaucoup plus à moi de soutenir ce point de vue que de commenter à ce sujet. Et donc, maintenant, je vais vous poser une dernière question et j'aimerais que vous y répondiez tous. Alors, les données du recensement nous ont montré ce qui est arrivé dans le passé. Mais si vous pensez au futur, si vous examinez les écoles d'agriculture partout au pays, il y a de plus en plus de femmes qui s'inscrivent et nous savons que ces tendances où les proportions des femmes sont à la hausse et c'est bien de voir que les chiffres absolus augmentent également selon les statistiques. Mais j'aimerais demander aux membres de la table ronde et peut-être Matthew en premier. Je sais que les statisticiens de Statistique Canada n'aiment pas prédire le futur,
Mais que pensez-vous que Statistique Canada va aborder à l'avenir et comment vous voyez les choses se dérouler à l'avenir? Ben, vous avez raison, Tyler. Essentiellement, je vais vous donner la réponse toute cuite. Je n'aime pas faire des prévisions à cet effet parce que quand on regarde le passé, ça peut être une indication de ce que nous pouvons continuer à voir à l'avenir, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce qui veut dire que je n'ai pas vu de choses qui indiquent que les données vont changer dramatiquement. Ça, ce serait ma réponse. Claudia, comment voyez-vous les choses se dérouler à l'avenir? Ben moi, je vais fournir une perspective positive. Je crois que la reconnaissance des exploitantes agricoles va augmenter, surtout avec ce genre de rapport de Statistique Canada. Les gens vont devenir beaucoup plus conscients et j'espère qu'il va y avoir davantage de recherche au niveau des barrières à l'entrée, la discrimination et le soutien de l'entrepreneuriat, aussi de la recherche qui va examiner les impacts et les raisons pour lesquelles nous devrions soutenir les femmes qui œuvrent dans le domaine agricole. Mais ça a besoin d'être recherché davantage. Et surtout durant la pandémie de la COVID, les femmes qui exploitent des exploitations agricoles qui vendent direct aux consommateurs, ça a augmenté dramatiquement. Et j'ai vraiment hâte que les résultats du recensement soient publiés. Parce que c'est vraiment là où la recherche a démontré que les femmes peuvent jouer un rôle plus important et éduquer le public en matière d'agriculture lorsqu'elles sont impliquées dans les ventes directes aux consommateurs. Je crois que ça va gagner en importance. Joe, que voyez-vous à l'intérieur et à l'extérieur des classes? Comment voyez-vous les choses se dérouler à l'avenir? Bien, premièrement, je vais parler des commentaires de Claudia. Nous avons définitivement vu une augmentation au niveau des exploitations agricoles qui vendent directement aux consommateurs, ainsi que ce soit la vente directe ou l'agritourisme. Et même sur ma propre opération agricole, j'ai discuté avec ma femme pour qu'elle entreprenne un rôle plus important au niveau du marketing, alors qu'elle prend sa place au sein de notre exploitation agricole. Et donc, je crois que sur le plan organisationnel, je crois que nous allons continuer à avoir de plus en plus de dirigeantes féminines au sein des entreprises et je m'attends à voir de plus en plus de diversité au sein des entreprises, en partie tout simplement parce que au fur et à mesure que les chiffres continuent à diminuer en termes de nombre d'exploitations agricoles, ben, il va y avoir des bassins de plus en plus petits, que ce soit au niveau des femmes ou des hommes. Et ces personnes vont être de plus en plus importantes. Et la réalité, c'est qu'en bout de ligne, je crois que le travail qui se passe en ce moment au sein des entreprises pour offrir plus de formation en gouvernance et davantage de démarches EDI va créer un espace où ces personnes, ces femmes vont être plus à l'aise de se trouver. Et j'espère bien que ça va continuer ainsi. C'est à vous la dernière réponse ce matin. Est-ce que les conditions sont en place pour s'assurer que les tendances continuent, puis on voit une autre augmentation ou des autres augmentations dans les nombres des femmes qui sont impliquées? Ben, je vais aller comme Claudia, je vais être optimiste. Moi, je constate que l'agriculture se féminise de plus en plus. Puis, et on parle d'agriculture de proximité, on parle d'environnement, on parle de changement climatique. Les femmes, ils sont beaucoup plus sensibles
que les hommes. Donc, tout ça mis ensemble va faire en sorte que oui, à très forte raison, l'agriculture va se féminiser et les femmes vont prendre de plus en plus de place, même au niveau entrepreneurial. Je crois qu'elles vont sortir de l'invisible, elles vont devenir plus visibles et plus reconnues aussi dans leur milieu. Oui. Merci beaucoup. Puis on espère que on voit qu'ils sont en train d'être, les chiffres sont en train de les reconnaître plus, mais que cette reconnaissance va être beaucoup plus large que les chiffres. Merci beaucoup, vous tous, pour pour être ici ce matin. Thank you to everyone for being with us today. I very much enjoyed the discussion. Merci de votre présence. J'ai bien apprécié la discussion. CAPI va aussi présenter un webinaire la semaine dernière qui va examiner les tendances au cours de la dernière année. Veuillez vous rendre à notre site Internet pour en savoir davantage. Merci encore une fois à nos panélistes. Merci à tous les participants qui ont été présents ici aujourd'hui pour discuter de ce sujet très important. Merci. Au revoir.